Bienvenue sur cet nouvel épisode avec un peu de retard. Mais bon, Mika l'avait prévenu parce que Mika est en déplacement. Donc, on s'excuse de ne pas avoir été là à l'heure. Ouais, on s'excuse. Après aussi, c'est pour la bonne cause parce qu'on reçoit un invité de marque aujourd'hui et lui aussi ne pouvait pas ce week-end. Donc, Ouais, puisqu'il était en Bulgarie. Donc, normalement, vous avez déjà deviné c'est qui. On Monsieur parle BSD, de Benoît Saint-Denis. Et j'en c'est ça. profite pour faire une dédicace, cette vidéo. Je la dédicace à Nino. Voilà, il se reconnaîtra. Donc, grosse dédicace à Nino pour cette vidéo. Ok, c'est noté. Bah, avant de passer avant de recevoir Benoît, on va revenir un petit peu sur l'actualité du MMA français. On a vu pas mal d'annonces, notamment sur le Bellator Milan, avec le retour de Mansour Bernawi qui effectuera le main event de cet événement. Ouais. Tu peux nous dévoiler la carte, Mika? Je l'ai pas devant mes yeux. Bellator 287, si j'ai bien compris, c'est un peu Italie vs France. Bon, après, Barnaoui, il affronte un Américain qui a un nom d'Italien. Barnaoui, il affronte en main event Adam Piccolotti. Donc en main event, retour de Barnaoui qu'on attend avec impatience. Bah voilà, on a forcément des interrogations, mais qui, avant de partir, enfin, avant d'arrêter de combattre là depuis 2019, donc près de 3 ans, numéro 1 et de loin des 70 kilos en France, Ouais. qui avait gagné le fameux tournoi à 1 million de dollars et qui a arraché tout sur son passage. Pour ceux qui ne connaissent pas Mansour, c'est le gars qui avait perdu contre Gamrot au KSW. À la décision, qui avait fait une guerre contre Makachev qui, pour moi, méritait de gagner, mais il l'avait mis perdant. Voilà, Barnaoui, c'est un gars qui a perdu, je crois, 3 combats dans sa carrière et c'est contre Kevin Lee, Makachev, Gamrot. Il y avait aussi Bushinger, mais c'était pas dans sa catégorie. Bref, c'est quelqu'un qui a largement le niveau top 10, top 5 de l'UFC. Donc là, forcément, comme ça fait longtemps qu'il n'est pas là, bah, petite interrogation, mais voilà, numéro 1 pour moi des 70 kilos en France. Maintenant, on attend juste qu'il nous remontre que c'est bien lui le numéro 1, quoi. Mais hâte de Ouais. le voir à l'œuvre. C'est ça, c'est ça. Après, Derrière, ouais, vas-y. non, moi, j'aurais quand même voulu le voir sur un gros Bellator US parce qu'on sait que Bellator Europe et Bellator US et le Bellator MMA, c'est deux choses différentes. C'est le même nom de l'organisateur, c'est la même organisation, mais bon, c'est pas comme un UFC numéroté, un UFC Fight Night. On sait que c'est pas la même, je pense qu'il n'y a pas la même, il y a pas le même impact médiatique en tout cas sur les Bellator Europe et les Bellator américain. Bah, même Aldrich Castagne l'avait dit hein, que c'était un peu, on va dire, le Bama, on va dire, qui avait été Ah, mais racheté et tout. Donc, je c'est pense vrai, qu'il mais était beaucoup mieux Mansour pour son retour, tu vois. J'aurais quand même voulu le voir briller, on va dire, combattre sur une grosse carte, tu vois, genre, sur un Bellator MMA, quoi. bah attends, là il revient. Premier combat depuis 3 ans, il est quand même en main event. C'est le Bellator numéroté 287. Il affronte un mec qui a quand même 14 combats au Bellator. Ouais. 10 victoires, 4 défaites. Non, c'est pour le coup, attention, hein, c'est quand même un gros. Après, oui, c'est pas la carte du Bellator Lima contre truc ou machin, mais il est quand même le main event du truc contre un vétéran de l'organisation, un gars qui a fait son chemin. Sur la carte, il y a aussi un beau combat, c'est Sol Rogers contre Tim Wild. Ouais. C'est quand même, ça va être un bet de fight. Après, on a d'autres Français, on a Thibaut Gouti qui affronte un Anglais, Alice. On a Davy Gallon qui affronte Daniel Skiltadzi, un Italien. On a Yves Landu qui affronte Walter Cogliandro. En plus, je crois que c'est premier combat de Yves Landu à 66 kilos. Il descend de KT, il l'avait dit. Il est descendu. On a 3,70 sur la carte. On a 1,77, c'est Bourama qui avait gagné à Paris qui revient. Ouais. Donc, pour l'instant, on a 5 Français. On n'a pas de filles, on n'a pas Lucie pour l'instant. Ouais. Mais non, ça va être une belle carte. Franchement, j'ai hâte de voir cet événement. Tu vois, je critiquais un peu, moi, le Bellator, mais je trouve que là, au final, la carte qu'ils proposent le 29 octobre, là, moi, j'ai vraiment envie de la voir, quoi. J'ai vraiment, Ouais, vraiment envie de la voir. elle est pas mal, elle est pas mal.
Et Elle est plus ouais, que pas. donc ouais, c'est ça. Retour de moi sur Barnaby après 3 ans d'absence. On Ouais. verra où est-ce qu'il en est. Après, pour rester sur l'actualité du MMA français, une petite mise à jour sur l'UFC Paris. On a l'absence confirmée de Cédric Doumbé, Mia, donc tes infos s'avèrent. Ouais, ça, on le savait, ça. Ce que je veux dire, même eux le savaient, je pense, Ouais. qu'ils voulaient faire semblant, mais ils le savaient. Ou alors, c'est que, franchement, l'équipe est Non, nulle, enfin. Mais, en mais fait, ce que ouais. j'ai rien inventé, hein. C'est les Non, règles. bien sûr. Ce que je veux dire, il y a rien d'inventé, c'est les règles, c'est comme ça. Après, Euh, il peut. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Non, en fait, moi, je voulais apporter une petite précision. Bah, déjà, même sur Tapologie, il y a écrit que c'est Doumbé qui s'est retiré. Tu vois, en fait, quand il y a marqué quand elle est bout, il y a écrit, en fait, à côté, il y a marqué Doumbé, en gros, qui s'est retiré. Et moi, de sources sûres, parce que Mika, moi aussi, j'ai mes talks. En fait, on m'a dit que l'UFC a proposé 3 combats, 3 combattants. J'ai pas le nom des combattants, mais en fait, c'était au cas où, parce que apparemment, bah, la règle de la FFMMAF ne les dérange pas. Tu vois, ils disent que ça a été légalisé en France il n'y a pas longtemps, donc voilà, ça les dérange pas. Donc, ce qui me paraît logique, c'est que l'UFC apparemment avait proposé. En fait, au cas où, si le premier combat ne passait pas, ils avaient proposé un deuxième Ouais, combat et un troisième combat. Donc, ce qui m'a paru aussi logique, parce que je me suis dit, voilà, c'est pas parce qu'il y a un combattant qui n'est pas validé que le combat doit s'annuler. Bah, la preuve avec Benoît Saint-Denis, il y avait trouvé un adversaire, finalement, ils en ont trouvé un autre. Et donc voilà, en fait, apparemment, c'est Doumbé qui a refusé, Doumbé et son équipe, pour pas dire que c'est Doumbé directement, mais en tout cas, voilà, qu'il y a eu d'autres propositions, mais qu'ils n'ont pas accepté. Parce que même moi, ça m'a paru un petit peu louche. Je me suis dit, bah, même pour l'occasion, je pense que l'UFC aurait été prêt à signer un Français, tu sais. Donc voilà, apparemment ils ont préféré refuser les autres propositions qui leur ont été en tout cas proposées. Donc voilà, et c'était pour revenir là-dessus, et c'est tout. ouais, et puis après, dans la vidéo, il laisse présager que la Fédé a été fébrile sur certains documents médicaux ou pas. Tu vois, c'est pas clair la vidéo. Donc, je peux pas te dire. En tout cas, ce que je savais, c'était que le combat allait être retoqué. Et voilà, après le reste, je m'en bats les couilles en vrai. Ouais, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est. Après, c'est bien de préciser que des propositions ont été faites si tu en es sûr. C'est vrai que du coup, ça questionne sur les motivations réelles de faire le combat ou pas. C'est ça, Mickey. Ensuite, sur la carte, on y reviendra après avec Benoît, mais il y a Fares qui a refait son entrée. Et moi, mais j'y reviendrai tout à l'heure aussi, je suis pas sûr que Faras soit sur la carte. À voir. Dans les coulisses, on me dirait peut-être qu'il cherche à remplacer Zara, pardon. Pas Faras. Ok. Zara. Donc ouais, il n'y a pas eu À voir. de dire là, pour le moment, sur Tapologie, c'est toujours d'actualité. Donc Ouais, mais je vous dis, gardez cette info off. Comme je vous avais dit, si vous vous en souvenez, j'avais dit que Fares avait de fortes chances d'intégrer la carte, mais que c'était pour l'instant pas confirmé. Mais vous voyez, ça s'est confirmé. Donc suivez-nous. On dit des choses qui se concrétisent à chaque fois. c'est pas de l'intox. C'est pas de l'intox. C'est pas de l'intox, exactement. Bah, après, on peut dire des conneries, des fois, ça peut arriver. Bien sûr. Ensuite, il y a actualité pour les Français. Je propose d'y revenir. Au PFL, on avait 2 combattants français qui étaient là pour représenter la France. Anthony Salomon, qui s'est malheureusement incliné à la décision face à un gars du Brave, un ancien du Brave. Will Fleury, un gars Will Fleury, exactement. C'est ça. Et il y a Mokhtar Benkassi aussi qui a affronté quelqu'un. Et lui, ça s'est fini en no contest suite à un doigt dans l'œil. Ouais. Donc Mokhtar Benkassi, très 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 gros combattant français pour ceux qui ne le connaissent pas, très discret, qui est dans son coin, dans sa bulle. Mais Mokhtar Benkassi, c'est vraiment un gars archi solide qui peut combattre à 58 kilos et qui pour moi aurait sa place à l'UFC chez les moins de 58 kilos si il combattait un peu plus souvent. Donc un peu déçu que le combat ne se soit pas terminé pour Mokhtar. Et hâte de le revoir. C'est ça. Hâte de le revoir en action. Ensuite, on avait au combat de thé, je sais pas si que connaissent, c'est le combat de thé, c'est un truc. Ouais, c'est un truc qui passe sur RMC. Et là, c'était une sorte de carte 100% féminine.
Et en main event, on avait une Française, Claire Lopez, qui affrontait Camila Riviola. Pour ceux qui connaissent, elle s'entraînait à la Snake Team pendant longtemps. Là, maintenant, elle était repartie en Suède, il me Stockholm, je semble, crois, à Stockholm, ouais. Claire qui a signé une magnifique victoire au premier round. Elle a mis un beau cross, je crois. Et derrière, quand la fille a posé les fesses par terre, tout de suite elle a suivi, elle est partie l'étrangler. Donc magnifique victoire de Claire. Et Claire qui s'entraîne en fait dans la team de Nathan Wood en Angleterre. Je sais pas pour ceux qui connaissent. Et elle avait dans son coin le coach Pickett, Brad Pickett, qui était là. Donc voilà, en tout cas, hâte de la suivre. Elle a monté de belles choses, Claire. Là, je crois qu'elle se place apparemment, ce que j'ai cru voir, un combat pour la ceinture là prochainement. Après, elle a fait une belle performance. Elle a affronté des adversaires solides dans sa carrière. Elle n'a pas été forcément à la recherche de la performance. Elle a fait des contre-performances. Du coup, elle a un peu un palmarès en dents. Et sachant qu'en fait, juste avant cet événement-là, elle avait déjà fait un combat au Combat Global. C'était une soirée de 3 combats. Donc, elle avait réussi à faire 2 combats dans la soirée. Elle s'était inclinée au 3e combat. Donc, imagine faire 3 combats dans la même soirée, c'est vraiment épuisant. Ouais, surtout dans les règles du MMA. Dans les règles du MMA, c'est compliqué. Et moi, je l'avais déjà fait au Contender, mais c'était en pancrace. Mais effectivement, en tout cas, très solide adversaire. Et on verra. Donc, je pense que Claire, on la reverra dans l'organisation et on va voir ce que ça donne pour elle. C'est ça. On peut passer à la suite, Mika? Tu valides ou il y a d'autres choses à voir? Non, il y a rien. Il y a l'UFC qui est passé et l'UFC à venir. On a l'UFC Fight Night Vera vs Cruz. Alors, pour être honnête, j'ai pas regardé. Mais c'est vrai que le résultat m'intéressait parce que moi, je me pose des questions sur la suite de la KT. On sait qu'on a Dillashaw qui affronte Sterling. On a Vera qui a battu Cruz. Et on sait que Vera s'est fait battre par José Aldo. On sait que José Aldo combat bientôt. Donc, je pense que si José Aldo gagne ce week-end, je pense qu'on lui donnera peut-être la dernière chance de sa carrière pour aller chercher le titre. Et je trouve que ça serait mérité pour Aldo d'aller chercher, qu'on lui donne un peu cette chance. Donc voilà. Donc après, sur cette carte, il faudrait que je regarde des combats parce qu'on m'a vraiment dit que il y a eu les combats de la soirée et notamment avec un vétéran du M1 que je connais bien parce qu'il était là-bas à l'époque. C'est Nate Lander contre David Onama. On m'a parlé de vraiment fight of the night. Apparemment, ça a été genre le combat. J'ai vu un peu des retours sur Twitter. Et ce gars-là, Nate Lander, déjà au M1, il avait fait des guerres de ouf. Et en fait, on le regardait particulièrement parce que Dizzy était sur le point de l'affronter. Donc, c'était vraiment. C'était un combattant qu'on regardait. Donc, la carte, je suis désolé, les amis. Moi, je vous le dis franchement, je n'ai pas regardé l'UFC ce week-end. J'étais en vacances. Et à la rigueur, on fera le débrief pour la prochaine fois. Ça serait bien qu'on revienne aussi là, je pense d'ici demain là pour Kamaru Usman vs Leon Edwards. Ouais. Donc on essaie de se faire une petite analyse des pronostics. Ça marche, mais franchement, je vais même pas. Je vais faire les pronostics et je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas de souci, on le fera la vidéo. Mais après, honnêtement, je vois même pas comment Ousmane peut perdre ce combat. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est juste qu'il y a d'autres combats à analyser, je pense, qui sont pas mal. Ouais, non, mais on va le faire. Après, en fait, c'est que déjà, Edwards, il n'a pas combattu depuis pratiquement 2 ans, ou peut-être pas 2 ans, mais. Il y en a Diaz qui l'a fait combattu, je crois. Ouais, mais ça fait longtemps, Nate Diaz. Un an, je pense, non? Généralement, c'était cet été, l'été dernier, je crois. Ouais, t'as raison, 1 an et quelques, ouais. Bon, tu vois, je voyais ça depuis plus longtemps. Bon, en tout cas, tu vois, Nadia, c'est quand même pas. Je trouve qu'il y a un écart de ouf entre Nate Diaz et Ousmane. Pour moi, c'est pas du tout le même niveau. Avant ça, il avait combattu Rafael Dos Anjos en 2019. Donc ça fait presque 3 ans. Je pense que Edwards, il va manquer vraiment de rythme dans ce combat. Je pense qu'il avait trop peur de recombattre quelqu'un d'assez dur
parce qu'il avait peur de s'éloigner du titre et de devoir Non, enchaîner c'est une vrai qu'il série de demandait victoires. beaucoup le titre, mais après, c'est vrai qu'il a l'UFC, et enfin, j'ai l'impression que l'UFC lui mettait pas mal de bâtons dans les roues à un moment donné, bah, juste avant son combat contre Nate Diaz. Mais en tout cas, il cherchait à vouloir combattre pour le titre, mais après, c'est un peu normal. Il avait, je pense, plus de 9 victoires consécutives. Bah, depuis sa dernière défaite, elle remonte à 2015, c'était contre Ousmane. Donc, tu sais, il voulait pas refaire la queue, c'était un peu compréhensible, quoi. Mais Ouais, non, en ouais. tout cas, après, il y a le retour de Luke Rockhold aussi, pas mal. Ouais, contre Costa. Après, pareil, est-ce que Costa va faire le poids? Enfin, là, c'est à moins de 93, mais on ne sait jamais Ouais. avec Costa. Non, Et il est capable. il le fait en middleweight, hein. Ah bon? Le combat, il se fait en middleweight. T'es Je sais pas sûr si que c'est pas en moins de 93? Pour moi, Small. pour moi, c'est en moins de 93, mais peut-être. Et ensuite, tu as José Aldo qui affronte, bah, comme on vous le disait, Merab. Merab. Ouais. Donc, ça va être un beau fight. Et j'espère qu'Aldo va s'imposer. Et je pense qu'Aldo va s'imposer. Maintenant, son adversaire reste très dangereux. Ouais, ouais, combat moyen, c'est en 84 kilos qu'ils le font. Ok, je crois que c'était en light heavyweight. Je croyais que Costard descendait plus, moi, à 84. Et même, Ouais, même Rockhold, il était monté à un moment donné. Bon, ouais, ça a pas été bon pour lui, mais il était ouais, monté. ouais. Bon, bah voilà, après, ouais, on peut faire une vidéo spécialement sur ça, Ibi, pas de souci. Mais Ouais. je vois pas d'autres combats à part ces trois combats qui sont vraiment Ah, il pend. hypant, exactement. Bon, ouais, vas-y, Mika, lançons la Place à deuxième notre partie. invité. Ouais, place à BSD, Ah, dit God of War. vas-y, mon gars, let's go. Vas-y, go. Comme on l'avait teasé, avant l'UFC Paris, on reçoit les protagonistes qui seront présents sur la carte. Et là, pour la deuxième fois, on reçoit avec grand plaisir Monsieur Benoît Saint-Denis. Comment ça va, Frangin? Salut Bouloc, salut Michael. Bah écoute, un grand plaisir d'être sur le Mika et Aboucho pour la deuxième fois. Le peuple réclamé. J'avais déjà eu. Exactement. Alors, Benoît, on est à 3 semaines. Là, justement, il y a à peine 2 jours, tu as eu un nouvel adversaire qui est du nom de Gabriel Miranda. Tu devais affronter de base Christos Giagos, c'est bien ça. Bah, déjà, comment ça s'est passé le changement d'adversaire à la dernière minute? Parce que je pense que ça t'a perturbé en premier temps? Parce que je pense que tu as dû travailler sur un style d'adversaire, puis finalement, pour en avoir un autre, comment ça s'est passé? Non, honnêtement, vraiment, quand je suis en fin de préparation, si vraiment je suis en forme, comme j'ai pu l'être et comme j'espère l'être à la fin de ce camp, à mon camp contre Niklas Scholze, je me sens vraiment prêt à prendre n'importe quel nom en lightweight parce que c'est ma catégorie de poids et quand vraiment je suis en forme, je suis capable de striker, de défendre la lutte, d'attaquer au sol avec n'importe qui et de le faire pendant 3 fois 5 minutes et 5 fois 5 s'il le faudra. Et donc, non, 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 il y a eu aucun changement. En tout cas, mentalement, pour moi, c'est pas un problème. Après, c'est sûr que Christos Giagos, c'était un challenge intéressant dans le sens où on en parlait. Je pense que moi et Nassourdine, on avait les deux adversaires les plus intéressants en termes de carrière dans l'UFC Paris parce que ce soit Buckley ou Giagos que je devais affronter, c'est deux gatekeepers du top 20. Donc, c'est des mecs Hmm. intéressants à prendre. Et là, pour me parler de ton adversaire, Gabriel Miranda, j'ai pas eu le temps de checker. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à sa carrière et stylistiquement aussi? Bah, en fait c'est un très bon finisher parce qu'il a 15 victoires par soumission sur ses 16 victoires. Donc, c'est un mec qui a. En fait, c'est un vrai black belt à l'ancienne, tu vois, qui fait du simple. C'est-à-dire, il a énormément de guillotine et d'étranglement arrière. C'est un Hmm. mec qui prend bien le dos, il le prend vite et il attaque fort. Pareil, il a une bonne guillotine. J'ai vu qu'il a beaucoup de guillotine. Donc, il fait du simple, mais il le fait bien. Donc, il faudra être attentif. C'est un mec qui est dangereux. Après, voilà, stylistiquement parlant, moi, je suis content d'affronter ce gars-là. C'est un bon combat pour moi. À moi de montrer que debout aussi, je tape et, euh, et de montrer que ma lutte et mon sol sont aussi à son niveau.
Et ça va être un bon combat. En tout cas, je pense que ça va être un bon combat parce que ça va se rentrer dedans à tous les niveaux assez rapidement, je pense. Ouais, après, il a évolué au Brave. Je sais pas si tu as vu, mais je pense que tu as regardé quand même, du coup. Et moi, du coup, j'ai essayé de retrouver des images du combat contre Akhmed Magomedov. C'est le gars qui l'a battu, le dernier gars qui l'a battu. Et, euh, et en fait, ouais, je pense que par rapport à ton style, c'est quand même pas mal, quoi. L'opposition, j'ai l'impression quand même que c'est par rapport, bon, effectivement, ça t'ouvrira pas les mêmes portes et ça te fera pas rentrer dans le ranking de la même manière, parce que clairement, comme tu le disais, Christos, là, Giagos, lui, il t'aurait permis de faire un vrai bond dans le classement des lightweight à l'UFC. Gabriel, là, c'est son premier combat à l'UFC. Clairement, il n'a pas le même ranking que Chris. Il est dangereux sur les soumissions, mais au-delà de ça, même en lutte, je le sens pas assez solide pour t'amener, quoi. J'ai pas le sentiment qu'en lutte, il soit assez costaud pour t'amener. J'ai pas le sentiment qu'au sol, il puisse parce que effectivement, il a des guillotines si tu fais des bêtises, mais après, c'est mon avis, hein. Mais même en pied-point, je le trouve pas super percutant. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, tu sais, c'est un style un peu à la shootbox, c'est-à-dire que même debout, en fait, il est dangereux, mais il se jette beaucoup, il est prévisible, en fait. Je pense que c'est un gars qui est prévisible. Par contre, il tape quand même, parce qu'ils ont ce style de toujours avancer là et d'envoyer des gros crosses et des gros. Il a des mauvaises intentions quand même dans les frappes, mais c'est vrai qu'il est assez à découvert et il est très simplé dans sa manière de boxer. Après, en fait, bah ouais, tu as assez bien résumé le truc. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on ne l'a pas vu encore à l'UFC avant, je pense, c'est qu'il a manqué un peu de lutte pour encore mieux exploiter son sol. Parce qu'il a vraiment un très bon sol, par contre. Mais ouais, il est solide. et aujourd'hui, on a vu que le sol, si tu n'as pas la lutte pour l'imposer, c'est compliqué de briller. Donc, je ne le prends pas à la légère parce que c'est quand même un profil qui peut faire déjouer dans le sens où voilà, il peut surprendre, rentrer comme un malade. Et puis, tu sais, les takedowns, tu sais, ça peut glisser. Tu glisses sur un kick, le mec, il attaque après. Donc voilà, faudra être attentif. Mais oui, c'est un bon combat pour moi. Donc maintenant, à moi de faire le travail le 3 septembre, c'est sûr. Et Et d'ailleurs, comment t'abordes. Ouais, vas-y, non, vas-y, Eddy. je te laisse, Mika, je te laisse. Non, je dis, est-ce que tu abordes un peu la chose parce que pour toi, bien que le MMA soit légalisé depuis 1 an et demi, on sait que tu as failli combattre dans ta région, dans le Nord, mais ça s'était pas fait à cause des règles MMA parce que il disait que tu avais trop de combats d'écart avec comment dirais-je, avec l'adversaire qu'on t'avait proposé, etc., que toi, tu étais inférieur à lui par expérience, alors que sur le papier, pour moi, tu allais gagner, mais du coup, ça t'a empêché de combattre devant le public français. Derrière, tu as eu cette signature à l'UFC, donc du coup, c'est la première fois que tu combats en MMA en France. Comment tu abordes le truc? Bah écoute, en France, j'ai eu un combat de Pancras pro, qui était avec peut-être 400 ou 500 personnes dans les gradins. Donc c'est vrai que il y avait pas trop de public. Mais bah écoute, je pense que l'expérience d'Abu Dhabi, un public à 10 000 personnes, avec le show de l'UFC, voilà, ça va être un petit peu différent parce il y aura bien sûr, il y aura des émotions. Mais une fois que je serai dans la cage et que je serai dans ma bulle avec Daniel et mes coachs, je pense qu'il y aura pas de souci. Je vais rester concentré sur ce que j'ai à faire et je vais faire mon travail. Donc, non, c'est une fierté. C'est une grande fierté. Surtout que j'ai eu une préparation très, très compliquée. Donc, je suis content de pouvoir être là le 3 septembre, malgré tout ce qui a pu se passer voilà, de pouvoir revenir en forme pour performer à Paris. Ouais, et tu le dis, prépa compliquée du fait de petites blessures. On va pas rentrer dans le détail, mais des petites blessures. On sait aussi que c'était vraiment pas dit que tu combattes à l'UFC Paris puisque tu te maries, même période. Ça fait une charge mentale lourde ou non, ça va, tu gères? Bah, en fait, c'est surtout voilà, j'ai eu une blessure qui en fait avec plein de problèmes. C'est-à-dire que c'est une blessure qui s'est pas résolue comme elle aurait pu se résoudre. Donc elle a mis beaucoup beaucoup plus de temps de par plein de facteurs différents. Donc comme tu dis, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, du coup ça a tardé, ça a fait que ça a retardé ma prépa. Euh,
Et c'est la première fois depuis le Covid que j'avais été autant de temps inactif en sport de combat. Et bah, tu vois clairement que tu comprends pourquoi et ben, en fait, il faut être actif, je pense, toute l'année. Parce que moi, pour moi, un combattant de MMA de très haut niveau, et c'est pour ça, par exemple, que je ne considère pas un combattant comme Pimblet de très haut niveau. Pour moi, le mec, si un mec frais en face, en rentrant en lutte sans préparation, il le met facilement au sol ou il arrive à le toucher dès les premiers instants facilement, sans un cadrage de qualité, etc. Pour moi, c'est qu'il y a des défauts, il y a des faiblesses. Et ces défauts-là, tu les corriges en étant entraîné toute l'année et en ayant, je pense, un pic de forme vraiment quand tu prépares un combat. Et donc, je me suis aperçu de ça dans cette préparation, c'est-à-dire que la vieille méthode que tu connais très bien, Michael, c'est-à-dire s'entraîner à fond pendant 1 mois ou 2 mois et le reste de l'année s'entraîner vraiment, vraiment en dilettante, voire, comme là, ça a été mon cas, ne pas s'entraîner du tout, bah, en fait, ça ne te permet pas d'évoluer autant que si tu es régulier dans les entraînements toute l'année et qu'en plus, tu as un pic de performance au moment du fight. En fait, je le vois aussi dans le sens où c'est dur psychologiquement parce que tu reviens certes très vite, mais bon, tu ramasses beaucoup les 2-3 premières semaines que tu reprends, quoi. Parce que c'est dur mentalement, parce que ce que tu faisais avec facilité, et ben, tu t'aperçois qu'en fait, rien n'est acquis. Et bah voilà, je remercie beaucoup Daniel Warin parce que mon coach, il s'est vraiment occupé de moi là pour me rebooster. On a fait des entraînements très durs pour pouvoir être vraiment au niveau le 3 septembre et pour pouvoir être au même niveau que je l'ai été contre l'Allemand Niklas Stolze. Donc, on s'est vraiment entraîné dur. Là, j'ai fini la Bulgarie avec un dernier entraînement de 5 fois 3 minutes avec 1 minute 30 avec des sparring différents à chaque fois. C'est-à-dire que je tournais qu'avec des mecs frais. On était un groupe de 4. Ils tournaient 1 minute 30 avec moi à chaque fois et des mecs de qualité, hein. Donc, j'avais les 2 Bulgares très costauds, bien chargés. Et puis, j'avais Abou Tonkara aussi qui est bien technique et qui mettait la pression. Donc voilà, je suis satisfait du résultat qu'on a pu obtenir en si peu de temps, mais c'est vrai que je trouve que ça très dur, très très dur d'être. Enfin, comparé à avant, je l'avais déjà fait avant, mais j'avais jamais eu un temps d'arrêt aussi long. Et je trouve ça dur de se remettre dans le bain aussi rapidement. Voilà. Bon, Et cool. justement, en fait, parce que tu nous avais dit que au début, tu ne voulais pas participer à l'UFC Paris par rapport à ton mariage. Mais là, c'est quoi? Tu as été forcé par l'UFC ou c'est toi et ton équipe qui avez décidé de participer à l'événement? Ou c'est un peu l'UFC qui vous a aussi Bah, en fait, proposé? pour être honnête, j'ai eu donc cette blessure. En fait, j'ai eu une opération assez importante, pas très importante. En fait, c'est une opération qui se passe très bien, mais où il faut beaucoup de temps de récupération. Ouais. Et donc, en fait, à la base, je ne voulais pas me faire opérer, enchaîner avec l'UFC Londres pour rester en top forme Ouais. et pour pouvoir derrière être opéré et puis récupérer tranquillement et profiter du mariage avec ma femme. Et puis, voilà, comme le disait Michael, se décharger mentalement parce que le mariage, c'est un événement très important. C'est pour moi encore plus important que l'UFC Paris, en toute honnêteté, mais l'UFC Paris, c'est quelque chose d'incroyable aussi, professionnellement parlant et en termes de carrière. Ces 2 événements incroyables, mais qui vont se succéder l'un après l'autre. Et j'ai la chance d'être bien entouré. Et j'ai mes frères qui m'ont vachement déchargé mentalement pour la préparation de ce mariage. Et comme tu le disais, en fait, l'UFC, c'est du business. Voilà, l'UFC, ils sont très forts, mais c'est du business. C'est-à-dire qu'un Français qu'ils ont signé récemment, qui vient de gagner d'une belle manière à Vegas il n'y a pas longtemps, bah pour eux, ils n'ont aucun intérêt à le mettre à Londres s'ils peuvent le mettre à l'UFC Paris, qui est le premier UFC en France, ce qui est complètement compréhensif. Bien sûr, ça paraît Et je le logique. sentais, de toute manière, on le sentait venir avec l'équipe. Daniel m'a dit dès le départ, Benoît, ne te fais pas d'illusions, ils vont te mettre à l'UFC Paris. Il y a très peu de chances qu'ils te mettent à Londres. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et je suis pas déçu, je suis content d'être sur la carte. Et voilà, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Bah, tant mieux, hein, Exactement. Après, je pense que comme quoi, c'est quand même, t'as accepté pour moi un gros défi, hein, je le redis, parce que Giago, pour moi, c'est très solide. Au final,
Je pense que ce combat, il pourra se faire plus tard ou pas. On verra, mais c'était quand même pour moi un gros combat. Et au vu des blessures que tu as eues et tout, effectivement, c'était un gros challenge. Là, faut pas se mentir, même si l'adversaire, il n'est pas à l'UFC pour rien et qu'il est dangereux, il a ses qualités, c'est quand même pas Chiagos, honnêtement. On a vu aussi Fares lui, qui a carrément bénéficié d'un adversaire intéressant aussi, qu'ils ont signé pour l'occasion. Toi et Fares, c'est deux adversaires qu'ils ont signés pour l'occasion. Euh, je sais pas comment tu sens la chose. Tu te dis, bah, c'est cool, j'ai bien fait d'accepter et ça va te permettre toi aussi de monter dans les rankings. Et comment tu vois ta suite? Est-ce que tu veux absolument affronter Giagos ou est-ce que tu préférerais affronter justement celui que tu qualifies de non-athlète je pense à Pimblet. Bah, Qu'est-ce en qui fait, te. voilà, on va pas se mentir. Maintenant, c'est à moi le destin a fait que je me retrouve du coup face à un combattant, comme tu le dis, qui est dangereux, où il va falloir être attentif, mais qui a un profil qui est intéressant pour moi. Donc, à moi de faire une performance de haute qualité pour pouvoir demander derrière, demander derrière un gros combat. Après, derrière ce combat, honnêtement, je me sens prêt pour un gros test. C'est-à-dire que là, cette prépa, elle a été vraiment particulière, mais la forme que j'avais contre Niklas Stolze me fait penser, me fait dire que si ce combat se déroule bien, je prendrai une semaine de vacances et puis une semaine de lune de miel d'ailleurs. Et puis après, j'essaierai de chercher un gros défi. Donc, Giagos, il représentait ça. Mais pourquoi pas, moi, il y a un nom qui me fait un peu rêver, c'est Tsarukian, qui est sur une défaite, qui est un vrai top 15. Donc, si je suis vraiment performant, j'ai hâte de montrer que, en fait, moi, ce métier-là, je le fais vraiment par passion. Parce que bah, tu l'as bien vu, tu as été aussi à l'UFC, Michael. Mine de rien, l'UFC, tu fais de l'argent de par les sponsors et de par les primes que tu reçois, mais on va pas se mentir, il y a d'autres manières de faire de l'argent. Après, c'est clairement un privilège de pouvoir vivre de sa passion, mais voilà, ça reste une passion en premier point. Donc moi, ce que je veux, c'est me tester avec les meilleurs. On m'a donné comme premier combat à l'UFC un top 15 en welterweight. Donc je demanderai un top 15 si je suis sur 2 victoires de suite par finish, je demanderai un top 15 ou un top 20, un mec comme Thiago Ouais, Moïse ou un mec de ce style-là. ouais, J'aimerais je me comprends. tester avec un top et avoir une belle préparation sans blessure, dans le meilleur des mondes, de 2-3 mois, comme j'ai pu avoir un peu comme Niklas Stolze, sans le petit pépin que j'avais eu là-bas aussi. Et puis voilà, et me tester dans mon poids contre un top et voir si au bout de 3x5 ou 5x5, enfin, ce sera sûrement à 3x5, au bout de 3x5, si je peux être victorieux face à ces mecs-là. Parce que même si je suis jeune encore dans ma carrière, je vais commencer à rentrer quand même dans une période où je commence à me sentir vraiment bien. Donc j'ai envie de me tester face à ces gars-là. Voilà. Mais justement, quand tu vois, moi, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est que sa rupture très forte, tout le monde l'a vu, son dernier combat c'était contre Gamrot, décision qui aurait pu basculer dans un sens comme de l'autre. Gamrot, on le voit bien, ils essayent de tout faire pour le faire monter jusqu'à Makachev, je pense. C'est le combat que tout le monde a en tête actuellement. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des profils intermédiaires qui te permettraient, tu vois, là, je te demandais sur l'UFC Paris, est-ce que tu sens déjà une hype particulière? Est-ce que tu sens que ton nom ressort de plus en plus? Comment tu sens le public est réceptif face à ce combat? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, est-ce que au-delà de la performance, tu n'as pas plutôt intérêt à aller chercher, par exemple, un Paddy Pimblett qui est très fort, mais qui, en fait, tu gagnes deux fois. Tu gagnes le Paddy Pimblett, donc tu montes à l'UFC, et tu gagnes surtout une partie de ses fans. Entre guillemets, tu arrives à convertir autour de sa hype. Où je pense aussi à Terence McKinney qui est quand même pas mal aujourd'hui et qui pour moi est à un niveau inférieur de Tsarukian. Et tu vois, on sait que c'est des gars qui montent et te mettre par exemple dans le lot, je sais pas moi, BSD, Paddy Pimblett et Terence McKinney. Pour moi, c'est déjà un bon truc. Tu vois, ça veut dire que vous êtes des bons prospects. J'arrive tout Ouais, de suite, les gars. Ça a ouais, sonné, c'est possible. Mais vas-y, je te laisse répondre. ouais, bah, Vas-y, je vas-y. pense que ce serait incroyable, mais en fait, je pense que Paddy Pimblett, c'est vraiment la poule aux œufs d'or, pardon, le lapsus, la poule aux œufs d'or de l'UFC. Et je les vois vraiment pas essayer de le mettre en danger ou essayer de lui mettre un test important.
Ou alors, s'ils le font, ils le font vraiment contre un nom déjà fortement installé de l'UFC. Je pense que ça serait un profil qui serait vraiment intéressant pour lui, mais qui aurait déjà un gros nom. Donc, je pense que pour l'instant, BSD Pimblett, ils ont trop intérêt à continuer à vendre Pimblett. Il rapporte clairement. Pimblett, il sera capable bientôt de faire des main events contre des mecs moyennas, parce que c'est vraiment, je disais à Boulox, Pimblett, c'est vraiment la poule aux œufs d'or de l'UFC. Donc, ils n'ont pas d'intérêt à le mettre en risque, sauf, comme je disais, contre un profil qui est déjà très connu de l'UFC, un Ferguson ou un truc comme ça, pour vraiment faire un combat incroyable. Mais ils ne le sacrifieront pas contre un mec comme moi, je ne pense pas. Même si ça reste un combat, hein, et je pense que Pimblett est quand même un challenge, mais je pense que c'est un très bon combat pour moi. Et ils ne le mettront pas en danger. Pour le moment, c'est vraiment un mec qui rapporte trop d'argent à l'UFC. Mais par contre, un profil comme Renato Canuto, le gars qui avait perdu contre Dos Anjos à la décision, un mec dur au mal, déjà installé depuis. Nika, c'est toi ou c'est Benoît? Non, c'est Benoît. Ok. On a perdu Benoît. Peut-être qu'il a un appel, un truc comme ça. Ouais, je J'attends un pense. peu. J'attends un peu. Combat limité. Ah bah, Parce que là, moi, ça va être mon 3e combat sur mon contrat de 4 combats. Donc, pourquoi pas finir avec un 4e fight dans le même style que l'adversaire que j'ai eu là. Mais rapidement, j'aimerais avoir un test. Moi, j'avais une petite question parce qu'il y a on va dire maintenant 2-3 jours avant que ton nouvel adversaire soit annoncé, il y avait Fares aussi qui est prévu sur la carte, qui a finalement un adversaire, mais qui n'avait pas d'adversaire en fait justement aussi. Est-ce que tu penses que c'est un combat qui peut potentiellement se faire et qui t'intéresserait ou pas du tout? Bah écoute, Fares, on s'est quand même régulièrement entraîné ensemble. On a été dans la même boîte de management. Donc, moi, honnêtement, j'ai pas d'intérêt à dire oui à un combat sur Fares, sauf si vraiment. Je pense que Fares, déjà, ça ne serait pas venu de moi parce que moi, je suis à l'UFC. Fares a re-signé, mais je suis en position de force dans le sens où je suis en contrat avec l'UFC, je sors d'une victoire avant la limite, à moi de continuer à faire le travail. Mais je pense qu'il y avait des rumeurs comme quoi Fares était prêt à accepter de m'affronter pour re-rentrer à l'UFC. Écoute, si c'était la seule solution pour qu'il re-rentre à l'UFC avec un multi-fight, eh ben, j'aurais accepté, c'est pas un souci. Il y a Damien aussi qui s'était positionné. Ouais, je vois ça. Écoute, c'est pareil, c'est la même chose. Moi, je m'en fous, hein, les mecs, s'ils veulent. Si ça permet de signer un Français, mais par contre, j'aurais été autant méchant, voire plus dans la cage. Ça, je peux vous le garantir. Il n'y aurait pas eu de bisous dans la cage, mais en tout cas, pourquoi il n'y aurait pas eu de bisous et j'aurais été vraiment méchant dans le sens où ça aurait été un cadeau de ma part d'accepter entre guillemets un ami, parce qu'on s'est quand même régulièrement entraîné ensemble. Que ce soit Fares, même Damien, c'est une connaissance. Ça aurait été quand même de ma part voilà, gentil parce que bah moi, quand les gens que tu connais ou que tu as côtoyé, que tu apprécies, c'est toujours un petit peu, tu vas quand même à contre-cœur de combattre contre eux. Donc là, par contre, il n'y aurait pas eu de pitié. Et le cadeau, ça aurait été bah, que les mecs qui signent leur multi-deal avec l'UFC. Et moi, je fais mon combat derrière. Voilà, voilà. Ok. Merci de ta réponse claire et précise. Mika, tu avais d'autres choses à rajouter? Non, ben non, après ça arrive vite, c'est dans 3 semaines. Voilà, après je reviens sur la carte. Il y a toi, il y a Taylor Lapillus, il y a Fares Ziam maintenant. Zara, je sais pas si son combat se fait ou pas, elle communique très peu. Il y a des rumeurs qui disaient qu'elle était qu'il cherchait un remplaçant pour Zara. Ça, c'est des rumeurs en off. Bon, c'est pour ça que je m'avance pas à 1000%, mais c'est du off. Mais pour Fares aussi, je l'avais dit, et ça s'est avéré vrai. Pour Doumbé, on l'avait dit que le combat allait s'annuler. Il s'est annulé, comme quoi on a les infos. Il a eu le même cas que j'ai eu, comme tu disais, quand Ouais, on le savait. Hein. Il a Exactement. eu le même problème. C'est-à-dire que moi, je devais affronter un 30-20 ou 30-15, je ne sais plus, un truc comme ça. Et j'avais à l'époque que 9 fights. Et du coup, ils n'ont pas accepté.
Ouais, t'es Ouais. Elite 2 et dans Elite 2, tu dois pas avoir plus de 4 combats d'écart avec ton adversaire. C'est aussi simple que ça. Et tu passes Elite 1 à partir du moment où tu as plus de 10 combats. Et on sait qu'il y a des règles spéciales pour les poids lourds et les poids légers chez les femmes parce que les KT sont moins fournis. C'est ça. Mais voilà, donc là, on le savait, c'est pour ça qu'on avait dit ça. Bon, en tout cas, voilà, il y a Nassourdine, il y a Cyril Gann, il y a Taylor, il y a toi, il y a Fares, je n'oublie pas. Non, non, t'as tout cité. Après, Fares, j'ai pas vu, tu me dis que son profil est intéressant. J'ai pas vu le gars. Bah, Bah, c'est un jeune du Cage Warriors qui a 8-0. Et, Et justement, comme Michael a dit, il a été signé, bah, je pense, et c'est quoi ses pour points l'occasion. forts? Il est solide, tu l'as regardé, Mickaël? C'est un bon combat pour Fares? Ça, je pense que, encore une fois, ça va être un. Alors, je mets des guillemets entre guillemets parce que Terence McKinney, je pensais que ça allait être un combat. Bon, je savais qu'il était dur, Terence McKinney, mais je me suis dit, c'est le combat où Fares va pouvoir s'exprimer en pied-point. En vrai, Fares, on l'a jamais vu s'exprimer en pied-point encore à Depuis qu'il l'UFC. a l'UFC, ouais. Ouais, parce qu'il a toujours eu des profils un peu de lutteur en face de lui. Et donc, du coup, contre Terence McKinney, je me suis dit, c'est le combat un peu qui va faire que on va voir Fares faire du pied-point. Malheureusement, je sais pas. Bon, si, on sait ce qui s'est passé. Ça allait un peu vite. Je pense qu'il a voulu saisir une opportunité au sol et que Terence McKinney a vite retourné le truc, donc il n'a pas eu le temps de s'exprimer. le problème à l'UFC, le problème qu'il y a à l'UFC, c'est que euh, dans cette caté des 70 kilos, il y a quasiment aucun mec qui a encore des profils comme Fares pouvait avoir. Alors Fares a commencé à corriger ça, mais Fares avant, il avait vraiment ce profil de si je l'amène au sol, il est mort. Et donc tous les mecs jouaient là-dessus et ça a un impact quand même psychologique sur Fares parce que euh, la presse dit ça, l'adversaire dit ça, et donc lui, il finit par le penser, je pense. Et en plus, il se convainc de ça et travaille sa stratégie là-dessus. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, tu peux plus faire ça, c'est-à-dire que tu dois être suffisamment complet pour que Ouais. sur une phase où c'est toi qui domines, tu puisses mater n'importe quel mec. C'est-à-dire que moi, Ouais. j'aurais peur d'aller dans n'importe quelle garde, j'aurais jamais peur d'aller dans n'importe quelle garde et j'aurais jamais peur de striker avec un mec debout. Mais bien sûr, j'essaierai de le tester sur les différents domaines pour voir où il y a une faille possible. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la catégorie des 70 kilos, les mecs, quand ils voient un profil où le mec, il a des défaites qu'à la soumission, comme Faresa, quasiment, ses défaites, c'est quasiment que de la défaite à la soumission. Ouais, Euh, ouais, c'est un peu ça, à décision ou soumission. Exactement, Mais, donc les mecs, ils visent ça, quoi. Et c'est mais il a gagné quand même pas mal de combats hein, par soumission, Fares. Hein. Ouais. Et au sol, moi, il y a quelques combats qu'il a fait où je trouvais qu'il était au sol pas mal. Et j'avais même été surpris. Apparemment, il a commencé les sports de combat par le judo. Ouais, après, Oui, il y en a pas mal qui ont commencé par le judo, ses défenses mais de lutte sont meilleures que son sol. Moi, je trouve que ses défenses en lutte sont meilleures que son sol. Mais il travaille dur. Après, Fares, il a eu le désavantage de rentrer très jeune à l'UFC. Donc, peut-être Bah, il a pas encore atteint son pic. Donc, il va continuer, je pense, à progresser en lutte et en sol. Mais après, c'est vrai qu'il va continuer à falloir bosser, tu sais, tout ce qui est relevé, rapide, batailler pour se relever, pas donner le dos, les choses assez simples en fait, mais qui sont dures à acquérir. Et ça, il faut qu'il continue à le bosser de manière à ce que ce qui lui est arrivé contre Terence McKinney, ça soit un lointain cauchemar, quoi. Parce que ça n'a pas le droit d'arriver. Comme c'est arrivé, en tout cas, ça n'a plus le droit de réarriver, quoi. bah, en tout cas, il est sur la carte. Toi, comme tu disais, c'est face à un gars du Catch Warrior qui a quand même une. J'ai l'impression, hein, après, les mecs du Catch Warrior, faut se méfier aussi. Hein, bien les sûr. Anglais et tout, ils savent faire Ils du sont durs MMA. en mal. Ils sont Mais durs en mal. ouais, mais c'est quand même quelqu'un qui a une prédominance pour l'anglaise, tout ça. Donc ça va être un combat intéressant. Alors s'ils se tapent dessus les deux, ça va être intéressant. Et je sais pas si tu as vu, moi, il y a un combat qui me hype de fou quand même sur la carte qui a été ajouté. C'est Nathaniel Wood contre Charles Ouais, Jourdain. c'est pas Ça, mal, hein. je trouve que c'est vraiment un combat qui ramène quelque chose de dingue à la carte. Et il y a aussi, dans ta catégorie en plus, Nasrat face à Makdessi.
Ouais, Je me disais que c'était carrément des adversaires potentiels pour toi. Moi, Nasrat, je trouve que c'est un tueur à gages qui a malheureusement échoué aux portes du top 15, mais qui reste un putain d'adversaire. En fait, Nasrat, par contre, Nasrat, moi, je le trouve très fort, mais je trouve qu'il a une faiblesse, c'est le sol, quoi. Et que, pareil, si tu es capable de l'exploiter ne serait-ce qu'une minute par round, tu peux lui voler les rounds et tu peux lui niquer son combat, quoi. Mais c'est vrai que c'est un gros potentiel. Et moi, je pense que ce combat-là, Nasrat, et le combat de Nathaniel Wood et le combat de Nassourdine, je pense que ça va être les 3 combats les plus intéressants d'un point de vue côte de parieur. Déjà, je pense que ça va être 3 combats qui vont être serrés sur les côtes de parieur parce que je pense que c'est les 3 combats les plus compétitifs, en tout cas sur le papier, de la fight card. Après, pareil, comme je le dis, moi, je ne sous-estime pas du tout mon adversaire. Je vais arriver le plus près que je peux et je vais essayer de faire la meilleure performance possible. Parce que on n'a jamais gagné d'avance. C'est pour ça que je déteste les trucs avec les prédictions et tout. Un combat, c'est un combat où on n'a jamais gagné. Tu vois, c'est jamais gagné d'avance. Voilà. Tu sais pas comment tu arrives, tu sais pas comment tu es le jour J, tu sais pas comment lui il est. Ça se dit, lui, c'est la soirée de sa vie. Il fait un combat incroyable. Tu vois, donc il faut toujours prendre les choses avec des pincettes. Mais ces 3 combats-là que j'ai cités, je pense que c'est sur le papier les plus compétitifs. Et quand tu vois la carte UFC, on voit qu'il y a plus ou moins 4 catégories. Je parle de chez les Français, hein. On a 4 ou 5 catégories de proposées, 70. Donc, pour moi, clairement, à l'heure actuelle, sur les performances actuelles, tu fais partie, t'es le meilleur 70 en France. On a Taylor, c'est le meilleur 61 français. On a Nassour, évidemment, meilleur 84. Cyril Gane, meilleur plus de 93. Est-ce que c'est pas un peu quand même dommage, alors je sais pas l'expliquer, la non-présence d'Abdoul qui pour moi est le meilleur 77 français sur cette carte. Comment toi comment tu penses pouvoir, enfin, qu'est-ce qui fait selon toi? Moi je pense que Abdoul, toi ou Karl, ça aurait été vraiment ça aurait pris sens à Paris. Après du coup avec la dernière performance d'Abdoul, il se plaçait le mieux de vous 3 clairement. Alors, je me demande si c'est pas un problème avec le Brave. Est-ce qu'il est encore en contrat avec le Brave ou est-ce qu'il est encore en contrat avec une organisation? Je sais pas si c'est pas un problème de contrat. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le style d'Abdoul qui peut-être que stylistiquement ils ont pas peut-être qu'ils ont pas. Ils veulent voir du striking à ce moment-là. Peut-être qu'en ce moment, ils veulent. En ce moment, le striking est vachement surcoté à l'UFC. C'est-à-dire qu'il faut rentrer des mecs comme Doumbé. J'ai rien contre Doumbé, hein, je comprends son entrée. Mais bon, le mec, il est à 2-0. Pour moi, clairement, Abdoul avait plus de légitimité que Doumbé. J'aurais bien aimé voir Doumbé à 5 ou 6-0. Là, j'aurais absolument compris. Parce que 77, c'est quand même très compétitif comme catégorie. On n'est pas dans les 84, 93 ou poids lourd. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a un peu moins de monde qu'en 70 ou 66, mais il y a quand même beaucoup de monde en 77 à l'UFC. Et non, Abdoul, pour moi, il a sa place. Hein. Moi, c'est un de mes sparring partners préférés. On s'est beaucoup entraîné ensemble. On s'est fait progresser mutuellement, je pense, avec Abdoul. Et oui, c'est dommage qu'il n'ait pas rentré. Après, je pense que ça va venir. À moins qu'il y ait vraiment un problème de contrat ou un problème, tu vois, l'UFC, après, c'est politique aussi, l'UFC. Il y a plein de choses à prendre en compte. Peut-être la double nationalité franco-russe, peut-être que ça. Je ne sais pas s'il a la nationalité française, Abdoul, ou s'il est russe. Non, pour moi, j'ai l'impression qu'il est français parce que moi, sur Tapologie, en général, ils mettent les bonnes nationalités. Ouais, mais c'est pour ça. Parce que Tapologie ne vérifie pas les passeports. Moi, ils ne m'ont jamais demandé mon passeport pour me demander si j'étais. Je ne sais pas s'il a des papiers français ou papiers russes. Parce que tu vois, sur Fight Matrix, par exemple, souvent, on oublie Mansour Barnaoui. Bon, parce que là, il a été inactif, mais il va revenir très vite dans le haut du panier. Mais c'est parce qu'en fait, souvent, ils le mettent en comment ça s'appelle? En tant que Tunisien. Et du coup, il n'apparaît pas dans le classement des Français. Donc, c'est pour ça aussi. Ok, donc à voir aussi si c'est pas le fait qu'il soit en partie russe qui pose problème avec la situation politique actuelle avec l'Ukraine et entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. Ouais, ça, franchement, j'y crois pas trop parce que sinon. Ouais, parce que entre-temps,
Entre-temps, il y a eu d'autres caucasiens qui ont été signés, il me semble. Ouais, bah, c'est pas faux. C'est pas faux. Ah, on a perdu Mika. Voilà, ouais, il a dû avoir un appel. Ouais, bah, en plus, c'est RMC. Aïe. Ok. Aïe, Et, je vais pouvoir et non, discuter avec Benoît. moi, je pense que non, je pense qu'il méritait. Voilà, surtout que Abdul, moi, j'ai hâte qu'il puisse se tester de nouveau comme des mecs comme qu'il avait eu Al Jara. Donc, je pense qu'Abdul aussi, il veut comme moi des challenges. Moi, je veux taper. C'est pour ça que je parle de Tsarukian, de mecs comme ça. Je veux ces challenges-là. Je pense qu'Abdul aussi, un jour, il voudra de nouveau des challenges comme il avait pu avoir Jara, qui a allé quand même Arrête! en Attends, huitième de désolé. finale. En C'est huitième un de finale, je perturbateur. crois, à la PFL, il est allé Jara quand même. Bah, J'ai pas- Jara, il a été décevant complet, moi, au PFL. Hein. Ouais, mais il J'ai a gagné trouvé. son premier. Enfin, ouais, il gagne par split decision contre Gleison Thibault, mais Gleison Thibault, il est très dur. Hein. Je me suis entraîné avec lui à la TT. Il est très dur parce qu'en fait, il est ultra simple. Tu le bats tout le temps, mais physiquement, en fait, il est tout le temps là. Tu sais, c'est-à-dire que sur toutes les positions où il n'y a pas de technique, le mec, il est là. C'est-à-dire contre la cage, tu sais, il va te coller, il va pas bouger, il va mettre des genoux, il va faire le minimum, mais il est tellement physique que toutes les positions où il n'y a pas vraiment de phase technique, ou alors où la phase technique, elle ralentit, il est solide. Et après, il s'est fait KO'ter par un mec qui est assez solide avec qui j'avais tourné aussi là-bas, Ouais. qui est de l'ATT aussi. Mais c'est ça qui m'a Euh, surpris, moi, c'est le chaos qu'il a pris. Franchement, pour être honnête, moi, le niveau de Jara en pied-point, je le mettais vraiment au-dessus du lot. Et là, j'ai vraiment trouvé que ouais, c'était libre. Enfin, il a été en dessous de ce que je l'attendais. Mais ça, c'est le problème d'avoir le menton à la fenêtre, comme on dit. C'est que je trouve à Gérard, j'ai toujours trouvé aussi qu'il a un bon striking offensif, mais tu sais, j'ai vu beaucoup de crochets et de crosses passer pas loin du menton, et tu sais, il a le menton vachement haut. Et, bah, c'est ce qui est arrivé, en fait. Il a pris un crochet à la pointe du menton, et ça pardonne pas, quoi. Et, mais le mec qu'il a pris, après, le mec qui l'a KO'té est assez solide. Hein. J'ai tourné avec lui, il est complet. Après, ce mec-là, il est brouillon en pied-point, mais bagarreur, tu vois. Et tu sais, c'est le type de caucasien qui a un bon cardio, une bonne lutte et qui bagarre. Donc, solide, quoi. C'est ça, c'est ça. Benoît, un dernier mot à ajouter? Non, bah, je vous remercie de m'avoir accueilli encore une fois. Je vous remercie. Ouais, là, j'espère que vous allez regarder le 3 septembre Bah, quand même. Ah bah, l'UFC ça, Paris. c'est sûr. Et puis, ouais. T'as pas de toute pas manière, des avec places pour Mickaël, nous? avec Mickaël, on se revoit pour l'entraînement. De quoi? Pas de T'as qui? pas des places pour nous? Il Des essaie de places, des gratter. places. Les places, laisse tomber, je me suis fait harceler. Hein. Il y a même des mecs que je connaissais de la maternelle, tu sais, ils m'ont envoyé un message. Oui, Benoît, tu te rappelles, à maternelle, je t'avais filé mon goûter. Tu pouvais pas me filer de place pour l'UFC, tu vois. Donc, non. Ah, Malheureusement, les places, ouais. Les places, pour non, être je honnête, j'ai eu taquine. 4 places données par l'UFC. Ouais. Et après, le reste, Exactement. j'ai dû en payer 5. J'en ai acheté 5 pour pouvoir placer toute ma famille et mes amis et un sponsor. Et voilà. Donc, non, voilà, maintenant, plus qu'à finir le travail. J'ai encore 10 jours d'intensité forte. Après, j'ai les émotions et puis après, j'ai Fight Week et les émotions de nouveau. Et après, on repartira sur quelque chose de bien. Bon, en tout Après cas, l'huile de miel. ouais, Exactement. toutes mes félicitations pour ton mariage et bon courage pour la fin de préparation. Et en tout cas, on te souhaite que du succès et de remporter les bonus des 50K. Ça te fera du bien à ta ligne de miel, je pense. Merci les gars, et ben, je vous remercie. Je remercie tous les combattants français qui vous suivent et votre public. Abonnez-vous à leur chaîne, elle est top pour les connaisseurs. Et voilà, bah, j'espère que le MMA français va briller le 3 septembre. On espère aussi. Et ça marche et on se voit demain. Salut Benoît. Yes. Ciao, ciao. Ciao.